Le Salon des agricultures de Provence se déroule ici, au domaine du maire, centre de formation également. Donc, il était évident qu'on accueille Pierre-Marie Bouquet, qui est donc le directeur du domaine du Merle, et également Aurélie Chassagne, qui, elle, est donc directrice des services d'appui à l'Institut Agro de Montpellier, puisque l'Institut Agro, vous êtes partenaire également de ce salon. Oui. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, on va parler évidemment de formation. Peut-être juste un point de rappel sur l'Institut Agro à Montpellier. Qu'est-ce qu'on y enseigne ? Alors déjà, l'Institut Agro, c'est un établissement national avec plusieurs écoles réparties sur le territoire, dont une à Montpellier, et qui a un domaine expérimental qui est celui-ci, sur lequel nous sommes. Et donc, on forme au niveau national environ 5000 étudiants par an, donc 3000 ingénieurs, et dans les domaines très larges de l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, le paysage, l'horticulture, et notamment sur le territoire national et à Montpellier. À Montpellier, il y a également la vigne et le vin de façon plus particulière. Donc des formations post-bac ? Des formations post-bac, sauf la formation de berger dont on parlera, qui elle est infra-bac, et des formations ingénieurs, master, licence pro. Et alors, Voilà. vous mettez aujourd'hui aussi l'accent sur l'apprentissage à l'Institut Agro, c'est-à-dire qu'on peut faire ces formations en alternance. Voilà, tout à fait. Il y a plusieurs voies d'accès, que ce soit licence, master ou ingénieur. Donc, des voies de formation initiale, de l'alternance, que ce soit apprenti et contrat pro, qui permettent à des étudiants venant d'autres filières que les classes prépa un peu classiques pour les écoles d'ingénieurs, pour entrer dans ces formations, donc pour obtenir un bac plus 5. Donc BTS, BTSA, licence pro, donc on en a beaucoup. On travaille avec des entreprises partenaires qui proposent des contrats et ça permet aux étudiants de financer leur formation. Donc c'est un système d'ouverture sociale et d'accès au diplôme d'ingénieur qui est intéressant pour un grand nombre d'étudiants. Oui, c'est vrai que nous aussi, chez Bleu Tomate, on a beaucoup d'alternants et on constate d'une part qu'ils restent souvent longtemps chez Bleu Tomate et puis après, d'ailleurs, ils y restent même après leurs études. Mais en termes de formation, l'apprentissage, c'est une excellente voie. Oui, tout à fait. Oui, on a d'ailleurs augmenté récemment le nombre de places au concours d'apprentissage pour les ingénieurs. Toutes nos licences pro sont ouvertes en alternance, justement pour permettre ce financement d'études et ce lien très fort au monde professionnel pour une employabilité immédiate. Très bien. Alors, Pierre-Marie, peut-être on va parler des bergers, puisqu'on est ici dans le fief des bergers. Alors, comment on se forme au métier de berger ? Alors la formation que nous donnons ici au domaine du Merle, c'est une formation qui existe depuis très longtemps. Ça fait près d'un siècle que l'on forme des bergers ici. Et la formation que l'on dispense actuellement, c'est une formation qui se déroule sur un an. Donc qui commence à l'automne et puis qui dure un an et qui est en fait calée sur le cycle de production. C'est une formation qui est très complète dans le sens où c'est une formation de berger salarié transhumant. Donc Très bien. pour fournir en salariés les éleveurs qui en ont besoin, parce que le besoin vient vraiment d'eux. Et donc cette formation qui se déroule sur un an couvre tout le cycle de production, de l'agnelage, la période d'élevage de l'agneau, la mise à la reproduction et ensuite la partie estive, avec quelques parties de garde au milieu. Ce qui fait qu'on ne forme pas seulement sur la garde, la partie estive, ce qui est une part importante dans notre système transhumant, mais on couvre tout le cycle parce que le mouton, il ne fait pas que 3 mois en montagne, les 9 autres mois, il faut aussi s'en occuper et gérer toute cette élevage. C'est un métier très complet, hein, celui de berger. On entre à quel âge et avec quel bagage à la formation de berger Alors, les conditions pour y rentrer, Ouais. c'est d'abord une question d'âge. C'est une formation pour adultes, donc c'est l'âge, 18 ans. Il n'y a pas de prérequis au niveau des diplômes. C'est une sélection sur la motivation essentiellement. Donc on fait des entretiens pour voir quel est le projet professionnel du candidat. Et puis on essaie de privilégier ceux qui sont les plus ad hoc de s'engager dans cette formation et d'avoir un vrai projet professionnel là-dessus. Et puis après, il peut y avoir une priorisation quand même par rapport à l'origine des candidats parce que c'est financé par la région. Et donc
D'accord, s'il y c'est plutôt avait des candidats équivalence entre deux locaux. candidats, le candidat de la région PACA serait forcément Très bien. privilégié. Ok. Alors vous parliez de la transhumance, peut-être 2 mots, puisque la transhumance est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année, il me semble. Qu'est-ce que ça signifie d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Alors ça signifie une vraie reconnaissance de cette pratique, mais c'est au-delà du cadre culturel. Là, bien sûr, c'est sur un niveau culturel, mais pour nous, c'est aussi une vraie pratique. Et de fait de cette inscription avec d'autres pays qui sont partenaires, c'est une reconnaissance globale et ça nous permet de mieux porter cette pratique à tous les niveaux et de mieux nous faire entendre pour qu'elle perdure, parce qu'elle est essentielle à notre type d'élevage. Alors, on a entendu dans les coulisses du salon, je glisse un petit scoop, qu'il y avait une réunion très importante aujourd'hui avec l'UNESCO sur un autre sujet, celui de l'irrigation gravitaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous réexpliquer ce qu'est l'irrigation gravitaire? Alors, l'irrigation gravitaire, c'est par opposition à l'irrigation qu'on voit le plus en France. On voit les canons, les systèmes d'aspersion, etc. L'irrigation gravitaire, elle, ce sera en général une inondation en tout cas c'est ce qui se passe en Crau. On inonde les prairies avec une lame d'eau, où on fait déborder dans les champs, notamment en maraîchage, on fait déborder les canaux et on fait couler des rigoles d'eau entre les rangées de légumes, etc. Donc ça, c'est l'irrigation gravitaire, où il n'y a pas de système de pompe, de mécanisme très compliqué. C'est la forme d'irrigation la plus courante dans le monde, et notamment dans les pays en voie de développement, etc. Parce que c'est une irrigation qui se fait sans mécanisme, sans énergie, etc. C'est une irrigation naturelle. Et naturelle et qui est ancestrale. Ça se fait beaucoup dans le Maghreb, etc. En Asie et en Australie, partout. Et donc, pour en revenir à l'irrigation gravitaire, c'est cette irrigation gravitaire qui nous permet de produire le foin de Crau. Alors, ce foin de Crau, le foin de Crau qui est en AOP et un foin de Crau qui est destiné notamment, alors peut-être pas que, mais aux chevaux de luxe des Émirats arabes. C'est vrai, c'est une légende? Ah non, c'est pas du tout une légende, c'est tout à fait vrai. Effectivement, ce foin a vraiment des particularités. Et c'est parce qu'il a ces particularités qu'il a été reconnu comme premier AOP qui n'était pas à destination humaine, donc en 1997. Et ces qualités, c'est des qualités nutritives et des qualités minérales dues au mode de production, l'irrigation, la provenance de l'eau d'irrigation, le type de sol, et puis bien entendu le climat très séchant comme on peut le connaître aujourd'hui. Donc les chevaux dans les Émirats arabes sont dopés au foin de Crau, c'est ça? Ah non, toujours pas dopés, ils sont super bien alimentés, mais surtout pas dopés. Alors effectivement, grâce à ces particularités, à ces qualités, ce fourrage s'exporte, ce qui n'est pas courant ou ce qui n'existe pas pour d'autres fourrages de ce type. Et effectivement, les Émirats arabes, mais aussi l'Irlande, l'Italie, mais pas forcément pour les chevaux, ou l'Allemagne sont des acheteurs réguliers de notre produit. Oui. Et là, on a un bel exemple d'un signe de qualité qui a permis de valoriser la production, permettre aussi aux producteurs de foin de Crau de vivre de leur culture. Oui, c'est un produit qui demande quand même un savoir-faire particulier, des méthodes différentes. Et qui a un coût aussi plus important que la plupart des autres foins de prairies permanentes en France. Donc c'est logique qu'il y ait cette différence de prix, ces qualités le valent, mais ça ne fait aujourd'hui que rémunérer à son juste prix. Effectivement, il peut être 2 ou 3 fois plus cher qu'un autre foin français, mais c'est pas pour ça que l'agriculteur de foin de Crau, le producteur de foin de Crau va être mieux gagner sa vie. Richissime. Non, toujours pas malheureusement. Bon, toujours pas. Peut-être Aurélie, un petit message. On est ici sur un salon grand public à tous ces jeunes qui se posent la question de savoir si les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'horticulture sont des métiers d'avenir. Oui, non, qu'en pensez-vous? Alors évidemment, je dirais oui, parce que l'alimentation, elle est au cœur maintenant de toutes les réflexions de la société. Bien s'alimenter, de l'alimentation durable, soutenable, accessible à tous. Il y a également de plus en plus, et c'est vraiment une demande de nos étudiants, ils sont très impliqués dans une agriculture qui allie la protection de l'environnement, qui tient compte de la juste rémunération des agriculteurs et qui joue son rôle sur le territoire. Et on a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par tous ces aspects-là. C'est-à-dire, c'est plus des étudiants juste produire de l'agriculture, c'est vraiment répondre aux enjeux sociétaux, que ce soit environnemental, humain, etc. Et donc,
nos formations sont adaptées pour répondre à tous ces nouveaux enjeux, au changement climatique aussi, parce que c'est très très important. Bien sûr. Et donc oui, il y a du travail, il y en aura toujours, puisqu'on continuera à s'alimenter, à produire de mieux en mieux. Donc on sera ravis de continuer à accueillir dans notre école ou les autres des étudiants qui sont intéressés par ces thématiques. Très bien, ben merci. C'est ici qu'il faut venir rencontrer les producteurs, rencontrer ces métiers, des métiers qui font rêver, des métiers où on est effectivement au contact de la nature, mais aussi parfois de l'innovation. Je tease un peu une bergerie connectée. Pierre-Marie, un mot, pas de mots? Alors, c'est une bergerie que nous avons en projet depuis pas mal d'années. Donc, que nous appelons bergerie multimodale, effectivement, qui sera connectée. Et on l'appelle multimodale parce qu'elle aura à la fois elle va remplir des fonctions de production, d'expérimentation, de vitrine, des fonctions pédagogiques, etc. Donc, et ça y est, cette bergerie, les fondations ont été coulées la semaine dernière. Donc, elle pourra enfin servir. Elle sera ouverte à partir de la fin de l'année 2024. Très bien. Donc l'année prochaine au Salon des Agricultures de Provence, on pourra la dévoiler complètement. Oui. Elle sera ici sur le domaine du Merle. Elle est sur le domaine du Merle. Très bien. À quelques centaines de mètres seulement. Donc, alors encore une bonne raison de venir l'année prochaine. En attendant, rejoignez-nous ici. Le Salon des Agricultures de Provence, c'est jusqu'à dimanche. Merci à tous les deux. Merci. Longue vie à la formation au métier de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'horticulture, du vivant, de l'environnement, de l'alimentation. Voilà, du bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.